Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. 6,3 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche en Côte d'Ivoire pour élire leur président. Le vote s'est déroulé dans la quiétude. L'heure est à présent au dépouillement. Autres scrutins cruciaux toujours ce dimanche, la présidentielle et législative en Tanzanie. Là aussi, les compilations des résultats sont en cours. Et puis 37,5 milliards de dirhams. Ce chiffre représente le montant des échanges commerciaux du Maroc avec le reste de l'Afrique, soit une hausse de 14% par an sur la dernière décennie. Les dés sont jetés en Côte d'Ivoire. Plus de 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président. Le vote s'est déroulé dans le calme. Les observateurs nationaux et internationaux se disent globalement satisfaits. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le premier tour de la présidentielle ivoirienne a eu lieu ce dimanche 25 octobre. Plus de 3000 observateurs accrédités par la commission électorale indépendante ont suivi de près le déroulement de ce scrutin dans les différents centres de vote du pays. La CEDEAO, l'Union africaine, l'UEMOA et plusieurs organisations de la société civile ivoirienne ont dépêché des observateurs sur le terrain. Bon, pour les premières observations, je pense que ces élections se passent sans incident majeur. C'est sans heurts, c'est paisible. Ça se passe normalement, il n'y a pas eu de perturbations et ça se déroule normalement. Je constate qu'il n'y a pas de mouvement, que personne ne vient. C'est le premier scrutin présidentiel que la Côte d'Ivoire organise après la crise post-électorale de 2010. Les conditions d'organisation d'une élection crédible et apaisée ont été mises en place par la commission électorale indépendante. Selon plusieurs observateurs, les quelques ratés constatés au niveau de certains bureaux de vote auraient pu être évités. Il y a le problème de cartes d'électeurs. Il y a beaucoup d'électeurs qui sont venus, qui n'ont pas pu retirer les cartes. Et aujourd'hui, ils viennent, ils ne savent vraiment pas où les trouver. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues avec leurs cartes d'identité, qui ont eu des problèmes avec l'appareil biométrique, donc qui n'arrivaient pas à les prendre en compte. 6 300 000 électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche. Le taux de participation sera l'un des facteurs déterminants de ce scrutin. Même dynamique en Tanzanie, de longues files d'attente se sont formées plusieurs heures avant l'aube. Ce dimanche, quelques 23 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes pour les élections générales. Là encore, le vote s'est déroulé dans le calme. Les compilations des résultats sont en cours. Voyez ce reportage de Paul de Singwe, notre envoyé spécial en Tanzanie. C'est l'élection présidentielle la plus disputée de l'histoire du pays. Les Tanzaniens se sont rendus massivement aux urnes ce dimanche pour élire leur futur président de la République. 22,7 millions d'électeurs étaient attendus pour ce scrutin majoritaire à un tour. Une présidentielle couplée avec des législatives et des municipales. C'est une nouveauté, car de toutes les élections que nous avons eues depuis l'indépendance en 1961, celle-ci est la plus grande, la meilleure, la plus compétitive. Je suis venu voter pour mon nouveau président et je pense qu'il peut améliorer l'économie et l'éducation pour les générations futures. Ce qui m'a motivé à venir voter pour mon leader pour les 5 prochaines années, c'est que je pense qu'il est capable de changer ma vie et celle de mes enfants et de mes autres descendants. C'est la toute première fois qu'une élection présidentielle suscite tant de convoitises dans le pays. John Magufuli est le candidat de la majorité présidentielle. Il a été plusieurs fois ministre, il connaît bien le système. Même son de cloche pour le candidat de l'opposition. Edouard Lowassa est un ancien premier ministre. Il combat aujourd'hui ses compagnons d'hier. Le CCM est une grande formation politique. C'est le parti au pouvoir en Tanzanie. Ils vont se battre pour renouveler leur mandat, mais ça ne sera pas facile parce que Edouard Lowassa est populaire dans plusieurs régions du Nord et dans la capitale. Et le CCM est vraiment très populaire dans les villages. Attendons de voir qui sera élu. Après le vote, les opérations de dépouillement ont commencé sur l'étendue du territoire. Comme il est de coutume dans ce pays d'Afrique de l'Est, les résultats provisoires seront connus ce lundi. Les autorités auront alors 2 à 3 jours pour rendre publics les résultats définitifs.
Journée décisive en République du Congo également ce 25 octobre. Les électeurs étaient appelés à se prononcer sur un projet de réforme constitutionnelle qui permettrait au président Denis Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat en 2016. La consultation s'est tenue dans un climat tendu alors que l'opposition avait appelé au boycott. Le taux de participation reste pour l'heure inconnu, mais le vote ne semble pas avoir suscité beaucoup d'engouement. Dans le reste de l'actualité, le Maroc s'érige de plus en plus en locomotive de la coopération sud-sud. Voilà en effet quelques années que le Royaume s'est lancé dans une véritable offensive économique et diplomatique vers l'Afrique subsaharienne. Une stratégie qui semble porter ses fruits. Explication avec Ibarat Ndiaye. La coopération sud-sud, facteur de développement. Le Maroc fut l'un des premiers pays à miser sur une coopération avec ses pays frères africains à travers des échanges dans le domaine agricole ou à travers des modèles de coopération efficients et innovants. Au cours de la dernière décennie, les échanges commerciaux du Maroc avec les autres pays africains ont enregistré une progression annuelle moyenne de 14% pour atteindre 37,5 milliards de dirhams, soit 3,8 milliards de dollars. Il y a déjà 3 ou 4 ans, nous avons une équipe à l'intérieur du World Economic Forum de Davos. Nous avons travaillé sur un projet qui s'appelle la Méditerrafrique. C'est l'ouverture de l'Afrique subsaharienne sur la Méditerranée et plus loin sur l'Europe et l'Asie. Et ce projet Méditerrafrique montre tous les avantages et pour l'Afrique subsaharienne et pour l'Afrique du Nord d'une telle ouverture parce qu'elle donne des opportunités nouvelles pour la croissance économique mutuellement bénéfique. Le Maroc a été l'un des premiers, peut-être le premier pays d'Afrique du Nord, c'est-à-dire d'Afrique donnant sur la Méditerranée, qui a compris ce message. Faire de la coopération sud-sud un levier d'émergence pour le Maroc, en s'appuyant sur le secteur privé qui doit jouer pleinement son rôle dans ce partenariat sud-sud est l'un des objectifs du royaume chérifien. Ce partenariat se traduit également par des échanges sur le plan de la formation et des transferts de technologies. On voit se profiler des secteurs qui sont encore plus importants et pour l'Afrique et pour l'Afrique subsaharienne et pour l'Afrique du Nord, qui sont par exemple l'investissement dans le capital humain, que ce soit dans la formation de plus en plus technique, les universités que développe le Maroc sont assez appréciées, mais aussi dans le domaine médical. Et il y a des formations médicales qui sont en train de se développer et ces services-là sont intéressants dans les deux sens, entre le Maroc et le reste des pays, d'ailleurs pas seulement africains du sud du Sahara et même du nord du Sahara. Donc le Maroc a eu une vision de coopération et d'échange qui est assez offensive dans le bon sens du terme. La première conférence internationale sur la coopération sud-sud a été organisée à Marrakech au Maroc en décembre 2014 avec la participation de nombreux pays africains. Preuve que l'Afrique en a conscience, c'est en développant la coopération au sein du continent et avec les autres nations émergentes de la planète qu'elle parviendra à atteindre son développement durable. Ouverture ce lundi du sommet Inde-Afrique. 40 chefs d'État et de gouvernement africains y prendront part. Un sommet exceptionnel qui devra aboutir à un nouveau cadre de coopération entre les deux parties qui sera défini dans une déclaration de New Delhi. Rappelant que les échanges entre l'Inde et l'Afrique sont passés de 3 à 70 milliards de dollars en moins de 15 ans. Voilà qui devrait ravir les chômeurs en Guinée équatoriale. Des entreprises privées annoncent 412 postes à pourvoir, une offre qui pour beaucoup arrive à point nommé. Reportage de notre correspondant Policarpo Edoumassa. 412 demandeurs d'emploi équato-guinéens vont être recrutés dans les différentes sociétés opérant Tabata. Ils sont âgés de 23 et 35 ans touchés par le chômage qui touche la Guinée équatoriale en raison de la chute des prix du pétrole depuis 2013. Pour juguler la situation, le gouvernement équato-guinéen presse les sociétés d'employer plus de nationaux qu'expatriés, comme le prévoit le Code de travail. À l'issue de cette demande, les entreprises ont envoyé des listes d'offres d'emploi au ministère du Travail. Dans ce contexte et en présence du ministre du Travail, le pôle d'emploi a présenté à chaque chef de société leur futur employé. On a toujours collaboré avec le gouvernement pour le respect de la loi. C'est un plaisir de recruter les chômeurs équato-guinéens. Et en plus de cela, nous avons aussi une école de formation dans laquelle nous formons certains demandeurs d'emploi moins compétents.
Une initiative saluée par les jeunes équato-guinéens. Offrir l'emploi aux nationaux est une bonne initiative et on espère que ce projet continuera. Nous avons besoin d'emplois pour satisfaire nos besoins. En Guinée équatoriale, le Code du travail stipule que les entreprises doivent recruter 30% d'expatriés dans le secteur pétrolier et agricole et 10% d'expatriés dans les autres domaines. Nous demandons aux sociétés de respecter le quota d'expatriés prévu par le Code du travail. Nous ne sommes pas xénophobes. Le Code du travail permet aux entreprises de recruter la main-d'œuvre étrangère en sollicitant l'autorisation au cas où les compétences n'existent pas dans le pays. Difficile de connaître le nombre d'Équato-Guinéens sans emploi par manque de statistiques officielles. Néanmoins, les chiffres ont augmenté au cours des 3 dernières années et le chômage alimente les discussions dans tout le pays. Et sachez que sous l'égide de l'Organisation internationale de la francophonie et du ministère français des Affaires étrangères et du développement international, Paris va accueillir ce mardi 27 octobre la 2e édition du Forum économique de la francophonie, un événement que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne. Ce sera à partir de 8h GMT. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.